Depuis quelques semaines, une affaire fait grand bruit en Espagne. En cause, un match de championnat délocalisé à Miami, Villarreal FC Barcelone. Une rencontre qui aurait dû se jouer à la Ceramica, entre du sous-marin jaune. Certains joueurs du championnat ont pris position, comme le capitaine de la sélection Unai Simón, critiquant un choix irrespectueux pour les supporters. Et il n'est pas le seul. Si les joueurs des deux camps, eux, sont restés longtemps muets, une grève amorcée lors de la dernière journée a fait bouger les choses. Tebas, face à la fronde populaire, a rétro-pédalé, annonçant l'annulation du match à Miami. Maigre victoire, car il a déjà clamé haut et fort qu'il retentera le coup la saison prochaine. Pourtant, traverser un océan pour une rencontre de championnat semble être une aberration physique pour les organismes, environnementale et bien évidemment populaire. Les seuls à y trouver leur compte seraient la Ligue et son grand espoir d'attirer de nouveaux fans à travers le monde. Au diable, l'équité sportive, les supporters, l'écologie. Ce que je constate, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, le football dans ses plus hautes sphères s'éloigne de ses racines populaires, méprisant des millions de passionnés fidèles pour courir après d'autres millions, bien plus importants à leurs yeux. Je vous propose de voir ensemble comment, sous nos yeux, le football est-il en train de s'extirper de sa classe sociale, laissant sur le bas-côté ses attaches ouvrières, tel un nouveau riche cherchant à renier ses origines. Tout d'abord, je trouve nécessaire de préciser dans quelle mesure le football a grandi sous pavillon populaire, animant tous les esprits, indépendamment d'un patrimoine ou d'une ethnie. À la base, le ballon rond est l'affaire de tous. Les premières règles voient le jour au milieu du 19e siècle, en plein cœur de l'Angleterre, et très vite, ce sport si particulier qui se joue avec les pieds s'étend au fil des voyages des marins et cheminots anglais. Sa simplicité plaît, car seul un ballon est nécessaire et ses règles des plus enfantines permettent de créer un rapprochement efficace entre peuples qui ne parlent pas les mêmes langues. Les ouvriers l'adorent, et c'est autour des usines que se créent les premiers clubs, les premières identités fortes, les premières communautés. Au fur et à mesure que ce sport grandit et se professionnalise, il permet à de jeunes ouvriers de s'élever socialement et reste aujourd'hui une porte de sortie convoitée dans les quartiers défavorisés. Véritable vecteur de rapprochement social, des pays s'unissent dans les victoires, des inconnus s'entrelacent à chaque but, des sentiments de joie, des pleurs, du stress flottent dans l'air les soirs de grands matchs, ce sport unit, indépendamment de tout le reste qui nous distingue. Depuis toujours, le football c'est l'affaire de tous. Mais depuis quelque temps, le sport roi divise. À travers le grand public déjà, car l'extra-sportif et les frasques sont omniprésents dans nos médias, en tout cas bien plus que les prouesses et les exploits. Mais également à travers les passionnés, qui ne se retrouvent plus dans ce nouveau football, en permanent changement. Des salaires indécents pour certains, qui peinent à finir des fins de mois de plus en plus compliquées, des joueurs avides d'argent qui envoient valser la justice sociale et les droits de l'homme en s'exilant dans des pays richissimes, des clubs sans âme, uniformisés qui ne représentent plus les gens des alentours, bref, tout est compréhensible et entendable. Ce nouveau football divise. Mais depuis combien de temps ? Depuis l'arrêt Bosman peut-être, véritable révolution du marché des transferts qui engendra une globalisation rapide, avec des effectifs qui se retrouveront parfois dénués de joueurs locaux ou nationaux. Peut-être depuis que la barre des transferts a franchi les 100 millions, simple chiffre qui aujourd'hui n'est plus gage de talent. Ou depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar, modèle de soft power qui a vu le jour grâce à des travailleurs qui, eux, ne l'ont plus jamais revu. Chacun de nous a eu un moment une raison d'être dégoûté de ce sport, et pourtant nous sommes toujours là. Toujours là, malgré une clientélisation des fans qui n'ont plus vraiment leur mot à dire. Les tribunes, les présidents et propriétaires les aiment fades, sans bruit, préférant l'agitation dans la boutique avant le match pour les nouveaux maillots sœurs d'à 100 €. Le prix des places et des abonnements augmente, les clubs rénovent les stades et y bâtissent des vallées avec restaurants, bowling et loges VIP. Alors, parfois, les plus modestes restent dans leur canapé en famille, devant la télé, et ces diffuseurs qui ne cessent de croître, se diviser et qui, en prime, se permettent, en accord avec la Ligue, de déprogrammer des matchs en plein repas de dimanche pour séduire de nouveaux marchés. Toujours là, malgré des clubs qui ne nous représentent plus vraiment. Des propriétaires qui font du business, sans attache, se remettant bien vite d'une défaite à Londres en gagnant le lendemain à Rio. Des joueurs mercenaires, différents chaque année, qui rêvent plus d'Arabie Saoudite que du Borussia Dortmund ou du FC Barcelone. L'identité n'existe presque plus, et quand elle est revendiquée par des ultras, elle est bien souvent abjecte, proche des valeurs du Troisième Reich. Toujours là, malgré un système capitaliste, trop capitaliste, où les plus riches ne cessent de s'enrichir, laissant les plus pauvres crever la bouche ouverte. Un système de caste, où l'élite tente de réformer le football, pour ne plus croiser le chemin de la plèbe. Un système qui permet à des clubs de seconde division anglaise de dépenser plus qu'un club espagnol ou français qualifié en Ligue des Champions. Toujours là, malgré les États aux justices sociales douteuses qui rachètent des clubs pour soigner leurs images, leurs comptes, leurs relations. Toujours là,
malgré des associations pourries de l'intérieur, avides d'argent, de pouvoir, qui veulent toujours plus de matchs, de compétitions, de transferts, et qui n'hésitent pas à créer des partenariats avec des chaînes de fast-food et de crypto-monnaies. Toujours plus pour gagner plus. Toujours là, malgré des stars lisses qui ne prennent que trop rarement position, bloquées dans un engrenage qu'elles auraient pourtant la puissance d'enrayer. Toujours là, malgré des médias qui ne vivent que de polémiques, de sujets semblables, sans espace pour d'autres thèmes et réflexions et qui, un par un, se voient rachetés par de grands groupes aux puissants lobbies. Toujours là, car il serait ridicule d'éradiquer l'argent du football, véritable économie dont vivent de nombreux honnêtes travailleurs, mais quand même, il faudrait essayer de revoir les choses. Toujours là, car les gros matchs nous font vibrer quand ils sont rares, événementiels et remplis d'enjeux. Toujours là, parce qu'en réalité, en creusant, un autre football se joue, bien loin du champagne dans les loges. Un football fait d'émotions, de cœur, de communauté et de partage. Ce football qui nous fait vibrer, avec ses magiciens et ses bûcherons, se trouve parfois juste là, sur le terrain synthétique du village d'à côté, dans le stade de quartier d'un club à peine professionnel, ou dans les travées d'une antre où résonnent les encouragements d'enfants et de retraités à l'unisson. Le football de rue, de près, notre football est bien vivant, mais pour le retrouver, il faut savoir parfois plonger la tête sous l'eau et regarder ce qui se fait, juste en dessous de sa surface. Si le Real Madrid veut affronter Chelsea 5 fois par saison, il le fera, mais je continuerai de m'émerveiller devant un Elche Celta, un 8e de Coupe du Monde de la Colombie, un tacle glissé en Coupe du Roi. Car notre passion pour le football nous a été transmise par des exploits, des émotions, et ne changera jamais, mais chaque jour qui passe nous questionne sur sa nature profonde. Il est possible de continuer à aimer le football et de lutter pour lui sans se renier, parce que le football est nôtre.